Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'Une guerre perdue, la France au Sahel, qui vient de sortir aux éditions Lattès. Alors la France tient le 13 janvier à Pau. Emmanuel Macron recevra ses homologues des pays du Sahel pour une réunion qui doit permettre un peu d'apaiser les différends sur la manière dont on doit répondre à la menace terroriste. Quel bilan faites-vous des opérations françaises 7 ans après le début de l'opération Serval en 2013 au Mali? Oui, ça fait 7 ans maintenant qu'on est engagé militairement d'abord au Mali, puis avec l'opération Barkhane en 2013 sur les 4 pays de la zone, tous francophones. Donc 7 ans de réflexion, c'est l'occasion de tirer un bilan qui n'est pas bon, on peut le dire. Certains parlent même déjà d'ensablement, un peu à l'afghane. Il faut rappeler qu'en janvier 2013, quand démarre l'opération Serval, il y a 2 gros objectifs qui sont affichés comme tels. Empêcher que les djihadistes ne s'enracinent dans le nord du Mali, et puis réunifier le pays, restaurer la souveraineté du pays, du Mali, sur l'ensemble de son territoire. Et on voit qu'en réalité, les groupes djihadistes ont proliféré depuis lors. Ils continuent de mener des attaques, ils sont apparus dans des zones où ils n'étaient pas auparavant, notamment dans le nord du Burkina Faso et dans la région centrale du Mali, donc avec la Katiba du Massina et puis du côté malien et Ansarul Islam du côté du Burkina. Et puis le deuxième gros objectif, c'était effectivement de réunifier le Mali, puisqu'il y avait eu une déclaration sécessionniste d'indépendance de l'Azawad dans le nord du Mali en 2012. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le pays reste divisé en deux. Concrètement, l'État malien est très peu présent dans le nord. Ce sont des groupes rebelles qui continuent de lever l'impôt dans la région de Kidal, par exemple. Et contrairement même à 2012, la période où les djihadistes tenaient le pouvoir dans le nord, aujourd'hui, quand vous habitez à Gao, que vous voulez vous rendre en voiture à Bamako, la capitale, vous devez passer par le Niger, contourner le pays et le Burkina Faso. Alors qu'en 2012, on arrivait encore à prendre un bus depuis Bamako pour aller directement sur Tombouctou ou Gao. Donc de ce point de vue, on ne peut pas dire que la France ait permis la réunification du Mali. Comment expliquez-vous l'enracinement de ces groupes qu'on présente comme terroristes, comme djihadistes autrefois ou rebelles? Est-ce qu'elle est due à la mauvaise réponse collective entre les armées nationales, la force du G5 Sahel et la force française notamment? D'abord, je pense que le djihadisme n'est jamais qu'un symptôme de la faiblesse des États, un problème de gouvernance, de mauvaise régulation des conflits, et donc l'islam est utilisé pour manifester des rébellions qui sont aussi des révoltes sociales. Il y a aussi un caractère politique dans ces rébellions, il n'y a pas que de la criminalité. Et la religion d'ailleurs apparaît un peu comme un filigrane, mais un peu lointain souvent. Oui, c'est ce que vous expliquez dans le livre, il ne faut pas surdéterminer le rôle qu'aurait joué la radicalisation de l'islam, parce que très souvent on est plutôt dans l'islamisation de la radicalité, ou bien que des gens vont, disons, défendre leurs intérêts face à un État corrompu, autoritaire, avec des forces de sécurité qui rackettent les populations, et donc on se défend en rejoignant des groupes qui sont qualifiés de terroristes et de djihadistes. Il faut voir que, originalement, dans le nord du Mali, finalement, le GSPC algérien, qui était effectivement les djihadistes d'Algérie, n'aurait jamais pu monter en puissance s'il ne s'était pas greffé sur des griefs fort anciens des Touaregs séparatistes contre le pouvoir central à Bamako. Et là, on voit bien les dynamiques locales, puisque sans le coup d'État du capitaine Sanogo de l'armée malienne en 2012, eh bien, l'armée malienne ne se serait pas retirée du Nord. Et effectivement, dans une situation de vue politique, c'est ça qui a permis aux groupes djihadistes de s'implanter durablement et de tenir le pouvoir dans le Nord. Donc on voit que le fondement de la crise, il est d'abord politique, il tient à la nature des États, bien plus qu'à la question de la radicalisation de l'islam. Et vous parlez beaucoup notamment de faillite de l'appareil policier, judiciaire et pénitentiaire. Voilà, ce sont des points, puisque l'on veut absolument parler de lutte contre le terrorisme. A priori, la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord une affaire policière et non pas militaire, il faut le rappeler. Et donc ça pointe aussi vers des questions sur la justice, sur les appareils pénitentiaires. La prison fait partie des grands absents du débat. Or, il s'y joue des questions absolument centrales, que ce soit en termes de recrutement des futurs
l'écriture djihadiste, que ce soit dans la façon dont les djihadistes vont attaquer les prisons pour libérer les leurs qui sont emprisonnés, dans le fait qu'il y a beaucoup d'arrestations arbitraires au nom de la lutte contre le terrorisme, ça crée du ressentiment local et donc on voit des civils qui, pour venger ces arrestations arbitraires, vont effectivement rejoindre les groupes insurrectionnels. La prison joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne veut bien trop souvent l'imaginer. Donc il est clair, et je crois qu'il y a quand même un consensus là-dessus, tout le monde sait que la solution sera d'abord politique et non pas militaire. Et quand on dit politique, effectivement, il faut penser à la justice, à la demande de justice sociale, il faut penser aux policiers, il faut penser effectivement aussi aux pénitentiaires. Et au retour aussi de l'État dans des zones rurales où dans lesquelles il est très absent. Très absent et où souvent l'école ne fonctionne pas, le dispensaire de santé non plus, et où trop souvent la présence physique de l'État se résume à un commissariat de police qui d'ailleurs parfois est aussi fermé. Donc là il y a une vraie question et cette question-là elle en pose une autre. Qu'est-ce que l'armée française? Est-ce qu'on n'a pas confié à l'armée française une mission impossible qui serait finalement de construire des États dans la zone? Est-ce que c'est vraiment le rôle des militaires que d'assurer cette présence de l'État dans des zones rurales? C'est d'abord aux Sahéliens de se saisir de cette question. Et je crois que le djihadisme ne doit pas servir de masque, de paravent sur ces questions politiques qui sont absolument fondamentales. Pour revenir à l'État français, est-ce que les autorités ne nous mentent pas dans le fait qu'ils nous présentent cette menace djihadiste comme une menace mondiale, globale, avec des liens entre ce qui se passe au Sahel et ce qui pourrait se passer en termes d'attentats en France, avec un discours martial, très belliciste aussi? Je crois qu'il y a eu une dramatisation outrancière de cette menace qualifiée de terroriste au Sahel, qui était d'abord propulsée par des dynamiques locales, même s'il y a des références à des modèles révolutionnaires globaux. Alors il faut rappeler quand même une chose fondamentale, on n'est pas du tout dans la situation d'intervention militaire américaine en Afghanistan en 2001 à la suite des attentats d'Al-Qaïda contre le World Trade Center. Donc il faut rappeler une chose essentielle que malheureusement le gouvernement français ne veut pas souligner, c'est qu'aucun des groupes de la zone n'a jamais commis d'attentat outre-mer. Ni en France, ni sur le sol européen, ni en Amérique du Nord. Donc de ce point de vue-là, et de ce point de vue-là seulement, il s'agit effectivement d'une guerre préventive du côté français. On dit c'est parce que ces groupes pourraient un jour perpétrer des attentats sur le sol européen ou en Amérique qu'il faudrait intervenir militairement. Avec le risque de la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'effectivement, à force de voir l'armée française taper sur les groupes djihadistes, et puis surtout se retrouver mêlée, malgré elle, à des exactions, et là il y a un risque de porosité entre les crimes de sang que commettent, les crimes de guerre que commettent les armées de nos alliés africains, et puis ce que fait l'armée française sur place, il y a ce risque finalement, on ait des désirs de vengeance face aux Français qui seraient mêlés malgré eux à des exactions commises par les armées africaines. Je pense notamment à ce qui se passe du côté du Mali ou du Burkina Faso. Parce que le droit international humanitaire n'est pas toujours respecté par, par nos alliés sur le terrain. Sur le terrain, tout à fait. Que faut-il faire dans ce contexte? Est-ce que je crois qu'il n'y a pas énormément de choix qui sont proposés au président français actuellement, hein. Est-ce qu'on doit être dans une stratégie de retrait et dans quelle temporalité et comment, en fin de compte, se retirer alors qu'on est dans une impasse, dans une sorte de bourbier? Il y a trois choix. Soit le statu quo, mais je crois qu'il y a quand même un certain consensus pour dire qu'effectivement on est dans une impasse. Soit vous apportez des renforts français et donc vous démultipliez les risques que je viens de souligner sur la prophétie autoréalisatrice, le fait que des crimes de sang qui ne seraient pas commis par l'armée française mais risqueraient de rejaillir sur l'armée française qui équiperait et formerait les armées africaines. Soit effectivement vous annoncez un désengagement. C'est-à-dire que vous dites quelque part game over, ça ne veut pas dire que vous partez tout de suite, il y a un calendrier qui doit être mis en place, mais il faut envoyer un électrochoc pour que les Sahéliens se ressaisissent. Alors à chaque fois, on a toujours le même discours lancinant, ah, c'est parce qu'ils sont mal équipés, ils sont pauvres, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Non, c'est la volonté politique d'abord qui explique pourquoi les armées africaines n'arrivent pas à venir à bout des groupes djihadistes. L'impunité totale dont bénéficient les forces de sécurité grâce à ce grand discours de la lutte contre le terrorisme qui fait que le sentiment d'injustice sociale est exacerbé.
Pourquoi est-ce que des jeunes musulmans vont rejoindre des groupes djihadistes après que leur sœur a été violée par un policier ou bien leur frère tué arbitrairement alors qu'il n'était pas terroriste par un militaire? On voit bien qu'il y a aussi des logiques de vengeance. Et tant qu'il y a de l'impunité, tant qu'on ne met pas en place un processus de réconciliation et d'indemnisation des victimes, tant des insurgés djihadistes que des forces gouvernementales et de leurs supplétifs miliciens, ce qui est par exemple ce qui se fait aujourd'hui en Colombie, tant qu'on n'a pas changé le logiciel pour dire oui, les États sahéliens ont commis des erreurs et aujourd'hui l'heure est à la réconciliation et pourquoi pas à la négociation, effectivement on est bloqué, on est dans l'impasse. Donc il faut qu'il y ait quelque part une annonce forte qui est de dire que c'est bien aux Sahéliens de se prendre en main. C'est entre leurs mains que se trouve la solution, pas du côté de l'Élysée. Marc-Antoine Pérouse de Bonclos, merci. Merci.